Donc ce soir, nous voyons les différents types de modulation. C'est le chapitre 12 du cours de F6KGL. C'est donc évidemment la vidéo numéro 12. Donc c'est la vidéo sur laquelle vous pourrez avoir plus de détails sur tout ce que l'on va voir dans les fiches de synthèse. Donc ça va largement au-delà de ce qui est demandé à l'examen, mais voilà. C'est si vous voulez en savoir plus. Et sinon, c'est la page 92 du fichier, d'ailleurs, je suis même pas sûr que c'est la 92, si c'est la 92, du fichier PDF. Et donc ici, vous avez le fichier HTML qui est copie conforme avec le fichier euh, PDF. Euh, donc bon, on y va. Alors, en fait, ça fait ce chapitre 12, c'est le complément, je dirais, de tout ce que l'on a vu la semaine dernière au sujet des synoptiques. Avec les synoptiques, donc, on en était arrêté euh, à ce que, quand on parle d'un récepteur, on parlait généralement d'un démodulateur, et quand on est en émission, donc avec un émetteur, on parle plutôt euh, d'un modulateur, là, du coup. Et donc, on va voir les différents types de démodulateurs et de modulateurs en fonction des différents types de modulation. Voilà. Donc, à l'examen, on a assez peu, il y a quelques questions qui tournent autour de la représentation schématique des types de modulation, mais à chaque fois, on va plutôt parler d'une représentation en fonction du temps. Donc en fait, on regarde la, la puissance HF en fonction du temps et donc comment elle évolue dans le temps. Et cette HF, donc la haute fréquence, elle est représentée ici par la partie grisée. Donc on voit ici donc ces deux espèces d'ellipses là. Bon, ça montre que la puissance, du coup, la HF, elle varie en termes d'amplitude en fonction du temps. Ici, et donc voilà, ça évolue avec un creux très fort ici, il n'y a quasiment plus rien et aux extrémités. Voilà. Ici, donc, on est plutôt dans le cas où on est en morse. Donc, j'aimais ou j'aimais pas, j'aimais ou j'aimais pas. Et puis, en ce qui concerne la FM, donc modulation de fréquence ou la modulation de phase, là, on a une représentation un peu bizarre, c'est-à-dire que comme on représente la HF, quand je suis en FM ou en modulation de phase, c'est la fréquence qui va bouger. En revanche, l'amplitude, elle, ne bouge pas. Et donc là, en fait, on n'a pas l'information de la manière dont la HF, donc oui, la HF, la fréquence de la HF va varier. Voilà, donc on a l'impression que c'est comme si on était resté le doigt appuyé sur le manipulateur et que donc on était en porteuse continue, quoi. Euh, voilà, comme si on était en réglage d'antenne. Donc ça, et ces schémas-là sont plutôt issus de la grande époque du Minitel. Parce que, évidemment, avec le Minitel, pas question de faire des superbes schémas. Et donc, les représentations
à l'écran du Minitel, ça ressemblait plutôt à ça. Et donc ça a été repris, ces représentations, quand l'ANFR a basculé sur le système actuel qui est utilisé. Voilà. Et donc les questions, elles ont été reprises à peu près telles quelles de la base de données Minitel. Et donc ces questions-là sont assez anciennes. Alors même si elles réapparaissent de temps en temps, elles sont assez anciennes. Et donc ces représentations en fonction du temps, ça s'appelle un oscillogramme. Pourquoi? C'est que c'est quelque chose que l'on peut visualiser avec un oscilloscope. D'ailleurs, si vous visualisez un signal FM à l'oscilloscope, bah, vous allez obtenir ça si vous utilisez une division par temps très courte, très longue au contraire, et donc on a l'impression comme ça que que la HF, on ne voit pas les variations, et l'amplitude, elle est constante. La représentation en fonction de la fréquence, en fait, il n'y a qu'une seule un seul type de modulation qui est représenté comme cela, c'est la BLU. Et il doit y avoir 2 questions qui ont été recensées autour de ce sujet. Voilà, donc les questions, et c'est des questions assez anciennes. Donc voilà. Donc ça, ce sont les schémas tels que présentés à l'examen, mais voici en théorie comment on représente les 4 types de modulation dont on va parler ce soir. Les 4 types de modulation, c'est donc AM, modulation d'amplitude, BLU, qui est une forme de modulation d'amplitude, c'est une forme, on va voir pourquoi, le Morse, donc c'est W, et la FM, FM ou modulation de phase, qui vont se représenter quasiment de la même manière. Tout au moins, la différence sur le schéma est très peu visible. Donc premièrement, modulation d'amplitude, donc on voit la HF, elle a une fréquence qui ne bouge pas, hein, c'est-à-dire que l'écart ici entre chaque, alors en théorie, l'écart entre chaque croisement avec l'axe du temps là est égal. On voit que c'est pas complètement égal ici, hein. Donc le schéma, il faudrait un petit peu l'aménager. Voilà, mais normalement c'est la même fréquence. En revanche, ce qui bouge là, c'est l'amplitude, et l'amplitude, elle bouge donc ici sur sa partie haute, mais aussi ici dans sa partie basse. Hein, c'est le même signal ici en haut qu'en bas, et donc ça c'est la représentation de la modulation d'amplitude. Et le signal en bleu, là, c'est le signal que je veux transmettre. Donc en rouge, c'est ma porteuse. En bleu, c'est le signal que je veux transmettre. Donc ça, c'est ma modulation d'amplitude. Ma BLU, je ne peux pas la représenter sous forme d'oscillogramme. Alors même si à l'oscilloscope, on peut voir quelques éléments, c'est difficile à comment dire, à matérialiser par une courbe, par une sinusoïde. En Morse, j'aimais ou j'aimais pas. Donc j'ai une fréquence où alors là c'est pas ici ça pourrait représenter un N, ici ça peut représenter un I ou un M. Ben, encore une fois, c'est très schématique.
Et là, on voit bien que le niveau ici de ma HF est strictement identique. Même chose en FM, j'ai bien le même niveau HF partout. En revanche, ce qui bouge là, c'est ma fréquence. Évidemment, dans tous ces cas-là, les schémas sont très accentués et dans la vraie vie, c'est beaucoup moins visible que ça. Surtout en FM, où là, j'aurais une bande passante très importante, puisque ici, entre un signal de cette fréquence et un signal de cette fréquence, il y a presque un rapport de 3, donc il y aurait une largeur de bande phénoménale, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, évidemment. Et puis la deuxième représentation, c'est une représentation en fonction de la fréquence. Quand je suis en AM, j'ai cette forme de, de représentation avec ici, alors je l'ai un peu modifié dans le cours là comme vous voyez, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte ici que ma puissance est toujours identique dans toute la partie du spectre BF que je veux émettre. Voilà. Donc c'est un peu, en fait, quand on regarde la formule mathématique de ma modulation d'amplitude, c'est mon signal BF qui est multiplié par mon signal HF. Donc en fait, je vais utiliser un mélangeur. Et quand j'utilise un mélangeur, eh bien, je vais avoir, en sortie du mélangeur, je vais avoir ma BF plus la HF, donc la bande latérale supérieure, et la BF moins la HF, enfin, ou HF moins BF, et donc c'est ma bande latérale inférieure. Et puis, comme j'ai une... je module, mais pas... enfin, j'ai une partie de ma porteuse qui reste, enfin, c'est dans mon calcul, j'ai de ce fait ici une puissance au niveau de la porteuse, de la fréquence sur laquelle j'émets. Donc ça, c'est ce qui donne mon AM, dont la largeur de bande va être le double du spectre BF que je souhaite envoyer. Donc, si je veux envoyer de la voix, donc on va dire de 300 à 3000 Hz, eh bien, donc 300 Hz va être très proche ici de la porteuse, 3000 Hz ça va être le bout, et si bien que la largeur de ma bande passante, là, en tout, ça va être 6 kHz. Ça, c'est si je veux faire de la téléphonie. Évidemment, si je veux faire de la haute fidélité, il va falloir que ma bande passante soit plus large pour que ma BF puisse passer, puisque sinon, moi, elle s'arrête ici à 3000 Hz. De cette modulation d'amplitude, on s'aperçoit que sur la porteuse, je n'ai strictement aucune information. Et dans les deux bandes latérales, ici, inférieure et supérieure, j'ai 2 fois le même message. Donc, potentiellement, j'ai la porteuse qui me prend de la puissance qui ne sert à rien, et dans mes 2 bandes latérales, bah, j'en ai une qui sert en trop, et alors, ça me tient de la place, 2, ça me bouffe de la puissance. Donc, autant n'en garder qu'une seule. C'est ce qu'on appelle les bandes latérales uniques. Donc je garde soit la supérieure, soit l'inférieure, et je supprime la porteuse. Et donc quand je suis en bande latérale unique, ici en bande latérale supérieure, eh bien je ne garde que la partie supérieure de ma bande latérale. Bon, il y a des outils qui permettent de générer
cette bande latérale unique. Le morse, bah, ça ne peut pas se représenter en fonction du spectre, puisque j'émets ou j'émets pas, donc j'ai une raie, comme ici, j'ai une raie, ou je n'ai pas de raie, c'est tout. Donc j'aurais pu aussi dessiner une porteuse en pointillé qui montre que soit j'émets, soit j'émets pas. Et quand je suis en FM, donc j'ai toujours pareil, une porteuse dont la fréquence ici va bouger en fonction de ma BF. Donc ici j'ai ma BF qui se déroule en fonction du temps, et en fonction du temps ici, ma HF va bouger autour de ma fréquence centrale. Et c'est ce qui va me générer ici ce signal-là. Donc le swing ou l'excursion, c'est l'écart que j'ai entre la fréquence centrale, donc son BF, et l'excursion maximum. Enfin, la fréquence ici maximum, qui est en fait enfin, l'excursion, enfin, cette fréquence-là, cette différence de fréquence-là, est égale aussi à la différence de fréquence qu'on a ici. Voilà, donc ça c'est l'excursion, et ça c'est là où peut aller la porteuse de mon émission. Donc ça c'est les différents types de modulation, et il y a quelques questions dessus. Les principales questions sont posées autour des différents étages. En fait, il faut soit nommer un étage, ou à partir de l'étage, du nom de l'étage, eh ben, déterminer à quel type de modulation ça correspond. Voilà, donc c'est un petit peu le complément de ce que l'on a vu la semaine dernière avec les synoptiques de récepteurs et d'émetteurs. Là, en plus, on a des noms d'étages, et comme la semaine dernière, eh bien, c'est dans un rectangle, ou quand c'est des oscillateurs, quelquefois c'est entouré d'un cercle. Voilà. Donc on va les voir à la suite. Là, donc on va voir chacun des 4 types de modulation qu'il y a à connaître pour l'examen, il n'y a que ça. Donc on va voir pour chacun de ces étages sa fonction et à quoi ça sert. Et il y a quelques autres notions à connaître, donc je les ai mises ici. Avec à chaque fois le nom pour les démodulateurs et les autres notions à connaître. Et pour les modulateurs, la même chose. Donc à chaque fois, on a le schéma synoptique. Ici, j'ai rajouté aussi le principe de base. Mais voilà, donc on va voir en détail ces 4 types de modulation. Alors j'en suis où là-dedans? Voilà. Donc vous voyez, on a le même schéma, le même tableau récapitulatif que dans le cours. Modulation d'amplitude. Donc ça reste quand même la modulation la plus simple à mettre en œuvre, tant à l'émission qu'à la réception. L'étage de démodulation, ça s'appelle une détection ou détecteur d'enveloppe. Quand vous voyez détection, détecteur, tout de suite, le réflexe, c'est modulation d'amplitude. Et là, donc dans les schémas, si on voit det, donc c'est détecteur d'enveloppe, détection, voilà. Donc là, vous savez que vous avez affaire à de la modulation d'amplitude. Le problème de la modulation d'amplitude, on va revenir un peu en arrière, donc qui est ici,
c'est que si votre signal est faible, eh bien vous allez avoir une amplitude qui va être plus faible. Et si vous avez un signal fort, bah, l'amplitude va être forte. Donc si vous n'avez pas de système pour équilibrer l'ensemble, vous allez être toujours en train de régler le niveau de l'audio en fonction de la puissance de l'émetteur que vous souhaitez écouter. Donc c'est un petit peu gênant. Alors ça gênait pas trop les très anciens parce que ça n'existe pas. Enfin, le système, il n'y avait qu'une seule manière de le solutionner, c'était de changer le potentiomètre du son. Mais très vite, ça a énervé un peu tout le monde et on a imaginé un système qui s'appelle le contrôle automatique de gain. Ce contrôle automatique de gain, tout simplement, on récupère le signal généralement après la détection, et là, on regarde le niveau moyen du signal. Ce niveau moyen du signal, on l'amplifie et on le réinjecte au départ sur un amplificateur, alors soit le premier amplificateur radiofréquence ou en règle générale plutôt sur la FI, et avec cette boucle-là, eh bien, on va faire varier le gain d'un étage. C'est-à-dire que si ici on a beaucoup de puissance, eh ben, on va réduire le gain de l'étage RF ou FI. Et comme ça, le système va s'auto-réguler. Alors évidemment, on essaye de faire en sorte que ça reboucle assez facilement, parce que sinon, le système, si le système est instable, ça pose d'autres problèmes. Mais voilà, donc une fois qu'on a trouvé la bonne contre-réaction, eh ben, le système, du coup, euh, permet d'écouter le même niveau sonore, quelle que soit la puissance du signal reçu. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce système-là. Et évidemment, ce système-là, ce n'est valable que pour la modulation d'amplitude, euh, et pour la BLU, qui est une forme de modulation d'amplitude, puisque quand je suis en FM, c'est un autre système qui va être utilisé, et donc je n'ai pas besoin d'un contrôle automatique de gain quand je suis en FM. Donc ça, c'est le côté réception. Côté émission, on a deux notions. Alors déjà, un modulateur AM, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mélangeur. Donc j'ai mon signal BF, un oscillateur sur la fréquence que je veux émettre, et donc je mélange la fréquence de l'oscillateur avec mon signal BF, et ça me donne de la modulation d'amplitude, tout simplement. Donc la BF, elle est mélangée, donc c'est multiplié, les tensions sont multipliées par la fréquence générée par l'oscillateur local qui est ici. Et donc ce modulateur AM, il va être défini avec un taux de modulation. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un réglage qui permet d'avoir de bien que le signal soit parfaitement compréhensible par le correspondant. Donc quand je suis ici en AM, ici, donc ça c'est un signal qui n'est pas modulé. Donc la tension ici maximum, c'est... Alors la tension
grand B, là, c'est la tension maximum que peut sortir mon étage de puissance. Et grand B sur 2, donc là, ici, celui-là, c'est ma, enfin, la porteuse en sortie d'émetteur lorsque je ne lui applique aucun signal, BF. À partir du moment où j'applique un signal BF, eh ben, ça va bouger autour de cette tension ici à moitié. Voilà, donc ici, ça va bouger entre là et là. Donc entre grand A et petit a. Donc il va falloir ici faire en sorte de trouver, et évidemment je vais essayer de ne pas aller au-delà ici de mon maximum, parce que ici on voit bien, ici mon signal BF il va au-delà, mais mon émetteur il peut pas y aller, puisqu'il est limité à cette tension-là. Donc finalement, lorsque je suis dans ce cas-là, j'ai un cas où je suis en surmodulation. Je suis en surmodulation et donc je perds une partie de mon signal BF. Donc ici, ça c'est mon signal où on est parfaitement, où je suis bien. Hein, je ne suis pas ni trop fort ni trop faible, donc je suis bien. Par contre, je ne suis pas ici à un taux de modulation de 100%. Le taux de modulation de 100%, ça voudrait dire ici que mon petit a ici, il arrive ici au 0, et mon grand A ici, il arrive au niveau du B. Voilà, donc ça me ferait un 100%. Là, en l'occurrence, là, je dois être à peu près à 33%, à vue de nez. Hein, en fait, ce qui va bouger ici, c'est cette partie-là, par rapport à cette grande partie-là. Et quand on regarde bien, cette grandeur ici, petit a, c'est juste ce qu'il manque ici pour arriver au B. Si évidemment, ma BF, elle est bien centrée par rapport ici à ma tension maximum. Donc ça, c'est un taux de modulation normal, on va dire à 33%. Ici, je suis au-delà des 100%, je dois être à 110, 120% là, puisque je vais au-delà de ma tension maximum. Et ici, j'ai un autre problème, c'est que là, je ne suis plus centré. Et comme je ne suis plus centré, eh bien, ici, j'ai ma BF enfin, là, j'ai pas de BF, là. Ma BF, elle passe en dessous du 0. Donc là, je vais avoir un gros souci pour faire en sorte que mon signal soit audible. Et voilà, enfin là, il va y avoir un problème. Donc en fait, on a... Donc la zone 1, je répète, ici, j'ai pas de porteuse. Donc c'est un porteuse AM sans signal BF. Donc là, j'ai pas à brancher le bico, tout simplement. La zone 2, je suis parfaitement... Enfin là, elle est bien. Là, j'ai indiqué 40%. Voilà, c'est un 33-40% à peu près. À vue de nez, hein, c'est... Voilà. La zone 3 ici, j'ai un taux de modulation qui est supérieur à 100%. Et dans ma zone 4 ici, alors même si mon taux de modulation n'est pas supérieur à 100%, hein, cette longueur-là est inférieure à cette longueur ici, mais ici je suis pas centré. Et donc ça me génère une BF négative, et donc avec un risque, enfin c'est même pas un risque, c'est certainement de la distorsion AM. Alors, il n'y a quasiment pas de questions. Les seules questions, c'est sur ce calcul ici de taux
de modulation. Donc le taux de modulation, il y a deux manières de le calculer. Soit on dit c'est la différence entre le maxi et le mini, donc c'est ce qu'on appelle petit b, par rapport à grand B qui est la tension maximum ici euh, que peut sortir l'émetteur. Sauf que quand vous avez un instrument de mesure, bah vous allez mesurer ici la tension A, mais la tension maximum que peut sortir l'émetteur, bah vous ne pouvez pas la mesurer. Vous pouvez éventuellement l'estimer, mais vous ne pouvez pas la mesurer puisque vous ne l'atteignez pas. Donc la seule solution, dans ce cas-là, c'est de dire, et donc c'est cette formule ici que vous allez utiliser, c'est donc le maxi moins le mini, qui va me donner ici l'écart, divisé par le maxi plus le mini, puisque j'ai dit tout à l'heure que cette petite partie, la petite a, c'est pile poil la longueur, enfin la tension qu'il me faut pour aller de grand A à grand B. Hein, donc vous avez deux solutions, soit c'est petit b, donc la différence divisée par cette tension-là, que vous ne pouvez pas mesurer, ou alors, et ça vous pouvez le mesurer, la tension ici maxi, moins la tension mini, divisé par la tension maxi plus la tension mini. Donc c'est cette formule-là. Donc ça, c'est la modulation d'amplitude. L'AFM, donc on ne fait pas dans l'ordre. Voilà. Donc dans le cours, on explique aussi les différents schémas, et c'est des schémas, c'est pas des schémas de principe, c'est des schémas avec des composants. Et donc, c'est pas au programme de l'examen, heureusement. Donc là, ici, je vous ai montré ce que c'était qu'une détection et ici, ce que c'est qu'une CAG, donc avec euh, des, 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 des composants. Euh, ici, donc, un émetteur, donc là, un générateur AM, donc deux générateurs AM. Là, ce dont on vient parler, du taux de modulation. Histoire de vous faire peur, j'ai quelque part la formule. Où est-ce qu'elle est la formule de la modulation d'amplitude? J'ai dû la mettre quelque part. Ah, 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 ah. Moi, je la vois plus. Bon, peu importe. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des formules qui existent. Modulation de fréquence. Donc maintenant, donc ça c'est la modulation de fréquence. On l'a tout à l'heure évoqué et ici, donc ça c'est la modulation de fréquence. Et la modulation de phase, je vous ai dit que c'était quasiment la même chose. Donc là, je vous ai fait une représentation de la modulation de fréquence. Donc ici, le signal à moduler, avec ici en modulation de fréquence que ça donne, et ici en modulation de phase. Donc on voit bien que là, on voit que ça bouge. Par contre, comment ça bouge, voilà, c'est un petit peu au-delà de ce qui est demandé. Donc la modulation de fréquence et de phase, c'est ce qu'on appelle de modulation angulaire. Pourquoi? C'est que je fais varier un sinus. Donc voilà, c'est une variation angulaire. Et donc leurs caractéristiques, tout ce qu'on va voir là, c'est valable pour la modulation de phase et la modulation de fréquence. En règle générale, nos systèmes sont, enfin, les petits talkie-walkie ou les appareils que l'on a sont plutôt en modulation de phase. Voilà, et donc, mais ça gêne personne de dire que je suis en FM. Voilà, bon, peu importe. Euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les circuits de démodulation
que ce soit en phase ou en fréquence, ils sont quasiment identiques, tout au moins on peut utiliser un système de démodulation de fréquence ou de phase, ça va fonctionner de la même manière et auditivement on ne verra pas la différence. La seule différence qui va être faite, c'est si vous faites un traitement numérique du signal, donc par un PC, qu'il va bien falloir, dans le logiciel de traitement numérique, dire est-ce que c'est modulé en phase ou en fréquence? Parce que le traitement numérique n'est pas le même. Donc l'excursion, bah, c'est la variation de fréquence par rapport au centre. Ici, c'est l'excursion. Et ça, c'est la variation de fréquence. Alors, l'ordre de grandeur des excursions de fréquence, si on est sur des fréquences supérieures à 30 mégas, c'est entre 7 et 15 kHz. Voilà. De ce que nous, on utilise en termes de... quand on est en FM. Par exemple, la bande FM, FM grand public, hein, la radio FM, donc 88 à 108 mégas, l'excursion est de 80 kHz. Donc ça n'a rien à voir et ça ne change rien au système. C'est pas meilleur d'un côté ou de l'autre. C'est juste une autre manière de moduler la fréquence. Et puis on parle toujours de FM alors que la plupart du temps on est en modulation de phase, donc PM, Phase Modulation. L'étage qui permet de démoduler se nomme un discriminateur. Donc DISCR, discriminateur en entrée, peu importe. Il y a différents types de discriminateurs, je vous les ai mis ici. C'est pas à connaître puisque ce sont des composants discrets, donc ce n'est pas au programme de l'examen. En revanche, il n'y a qu'un seul démodulateur où il y a des étages, des blocs diagrammes, et c'est le discriminateur qui fonctionne avec une boucle de PLL. La boucle de PLL, on en a déjà parlé quand on avait vu les oscillateurs. Et bien là, ça va fonctionner de la même manière. Sauf que ce que l'on va comparer, c'est le signal FM par rapport à la boucle. Et donc, dès qu'on va voir la fréquence qui varie, eh bien, il va falloir que je change la fréquence du VCO. Et donc, pour pouvoir, pour que mes deux signaux là soient sur la même fréquence. Et je récupère la fréquence, enfin la tension, pardon, à l'issue de mon filtre pour récupérer ici ma BF. Donc ça fonctionne un petit peu à l'envers par rapport à ce que l'on avait vu dans un oscillateur AVCO. Voilà. Alors, j'ai vu, alors on se calme, j'ai dû voir 2 questions sur ce sujet. Donc, voilà. Les autres types de démodulateurs, c'est le Travis. Donc ici, c'est le Travis qui sert plutôt à démoduler la FM, et le Foster-Seeley qui plutôt pour démoduler la modulation de phase. Voilà, donc c'est les deux systèmes qui permettent de démoduler. Et puis ici, on a un très ancien système avec un détecteur de pente. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un filtre ici dont les pentes sont pas très raides. Hein, et évidemment, mon signal, je le décale, je ne le fais pas coller ici au milieu
de mon filtre, je le mets sur le côté, et de ce fait, quand j'ai mon signal FM qui est envoyé ici, eh bien ça me génère ici une tension qui va être récupérée aux bornes de mon circuit. Puisque lorsque ici je suis dans le fréquence minimum, j'ai une faible tension. En revanche, lorsque je suis de l'autre côté, au maximum de l'excursion, ici ma tension va être plus importante. Donc ici, avec mon signal FM qui est là, je vais récupérer ici les tensions de mon signal ici sur mon circuit, sur mon filtre. C'est ce qu'on appelle un détecteur de pente. Donc c'est le seul endroit où on parle de détection, de détecteur, alors qu'on est en FM et qu'on n'est pas en AM. Voilà. Autre cas, autres étages particuliers, c'est le silencieux et les étages désaccentuateurs, préaccentuateurs et limiteurs. Alors, que des termes un peu compliqués. Alors, le silencieux, en fait, alors déjà, premièrement, le discriminateur, s'il n'a pas un signal suffisamment fort HF en entrée, il va générer du souffle, ce qui est quand même très désagréable. Autant la détection, s'il n'y a pas de signal ou un signal faible, il n'y a pas de signal en sortie, donc c'est pas très grave. Mais par contre, l'AFM, il faut qu'il y ait certaine puissance de signal pour que mon système commence à démoduler. Et tant qu'il n'a pas atteint ce niveau de puissance, eh bien ça génère du souffle. C'est quand même très désagréable. Et pour éviter ce problème, eh bien en fait on va regarder ici en sortie de la fréquence intermédiaire la puissance. Quelle est la puissance que j'ai en termes de HF? Si je n'ai pas suffisamment de puissance pour faire fonctionner mon discriminateur, eh bien je coupe ici mon ampli audio. Comme je coupe mon ampli audio, je n'ai pas de souffle. Et le système, le silencieux, là, c'est juste un petit potentiomètre que l'on règle pour savoir à quel niveau de puissance j'ai besoin pour déclencher ici mon amplificateur audio. Et tant que je n'ai pas atteint cette puissance, on suppose qu'il y aura du souffle, et donc, par précaution, on coupe l'amplificateur audio-fréquence, quand bien même il pourrait y avoir un peu de signal qui serait audible, tout au moins qui pourrait être utilisable. Donc ça, c'est le silencieux. Ça s'appelle squelch en anglais. Autre problème du discriminateur, c'est que si le signal, en revanche, est trop fort, il n'aime pas non plus. Donc, il ne faut pas que ce soit trop faible, souffle, et pas trop fort, sinon, il est un peu perdu, et donc, il génère des distorsions qui ne sont pas très agréables non plus. Et pour éviter ça, eh bien ici on met un limiteur. Le limiteur, tout simplement, ça sert à écrêter. C'est-à-dire que lorsque je suis sur mon signal FM ici, tout simplement mon limiteur, plutôt que de garder ici mes pointes de la sinusoïde, il va raboter tout ça de chaque côté. Comme ça, mon discriminateur ne sera pas embêté et
le fait qu'il n'y ait pas les pointes ici de mes sinusoïdes, ça gêne absolument pas mon discriminateur. Mon discriminateur, ce qui l'intéresse, c'est les écarts ici que j'ai entre chaque sinusoïde. Il se fout totalement de savoir si c'est une vraie sinusoïde ou pas. Voilà, donc c'est mon limiteur. Et donc, quand on regarde l'ensemble des étages d'un récepteur FM, donc après la fréquence intermédiaire, comme partout, on récupère le signal qui permet de faire fonctionner ici le silencieux, le limiteur dont on vient de parler. Le discriminateur, bah, c'est tous mes circuits là, mes circuits que je peux avoir. Et à la suite, j'ai deux circuits, le désaccentuateur et le préaccentuateur, qui vont être utilisés lorsque mon excursion ici n'est pas suffisante par rapport au signal, à la fréquence maximum du signal BF transmis. Je m'explique. Ici, j'ai dit qu'on était l'ordre de grandeur de l'excursion de 7 à 15. Donc imaginons qu'on soit à 7 kHz. Si j'utilise une excursion de 7 kHz, la fréquence maximum, donc l'excursion, c'est donc entre le centre et le maximum. Donc si je veux avoir une fréquence de 7 kHz, je ne peux pas avoir un signal BF supérieur à 7 kHz. Ça ne marchera pas. Et donc, souvent, et notamment quand on est sur des fréquences plus basses, donc inférieures à 30 mégas, ou si je veux être certain que tout se passe bien, je vais être obligé d'utiliser un préaccentuateur, c'est-à-dire à pousser les aigus pour que ça passe. Sinon, mon système va bloquer et donc j'aurai une partie de mon spectre BF qui ne sera pas transmis. Donc j'utilise ici un préaccentuateur et comme j'ai un peu traficoté la BF dans mon émetteur, eh bien je vais utiliser un désaccentuateur, c'est-à-dire où je fais faire la manip inverse, c'est-à-dire que je vais diminuer les aigus. Et donc ça, je le fais, mon désaccentuateur, je le mets après le discriminateur, et mon préaccentuateur, je le mets avant mon modulateur, donc ici, mon oscillateur. Et ça j'ai ce même phénomène que je sois en modulation de phase ou en modulation de fréquence. Voilà. J'ai quelques questions dessus, mais voilà, que vous sachiez de quoi il retourne. Le morse, ben là c'est tout simple. Donc ici, je vous ai mis les différents types de modulateurs, avec ici un modulateur FM, avec ici une boucle de verrouillage de phase, un PLL. Et donc j'ai la même, la BF en fait, je vais la faire rentrer ici, à l'entrée du VCO. Voilà, et ça c'est un oscillateur qui est programmé pour fonctionner sur une fréquence. Et donc je rajoute ici ma BF en plus de ma tension en sortie de mon filtre passe-bas.
Ah, ici, je vous ai mis ici les deux formules euh, qui déterminent la fonction soit en modulation de phase, soit en modulation de phase ici ou en modulation de fréquence ici. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien les mathématiques. Alors, ici, le morse, morse, c'est assez bestial. Soit je coupe l'alimentation. Donc, par exemple, donc ça, l'alimentation, elle alimente l'oscillateur, deux amplis, enfin un ampli 1, un ampli 2. Et donc, soit je coupe avec mon manipulateur l'alimentation de l'oscillateur. C'est pas extraordinaire. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois, il redémarre. Et dans ce cas-là, quand il redémarre, eh ben, il n'est pas pile poil sur la même fréquence que quand on l'a coupé. Et donc, ça fait des piou 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 piou. Euh, et si on coupe ici l'alimentation ici des amplis, bah c'est pas non plus extraordinaire euh, parce que à chaque fois il y a des ruptures d'impédance euh, dans le fonctionnement. Et peut-être que si je laisse ici mon oscillateur tourner, j'aurai peut-être un résiduel ici dans l'ampli 2, quand bien même je coupe l'ampli 1, parce que voilà, ça va continuer à passer quand même. Donc, voilà, pas extraordinaire. Autre manière de fonctionner, eh ben, je coupe ici entre les deux amplis, enfin entre l'oscillateur et l'ampli. Mais là, j'ai encore plus de problèmes de rupture d'impédance. Et donc là, ça va plutôt me faire des claquements, parce que des crachotements. Donc on reconnaît les... Et ça, c'est des systèmes très basiques, mais voilà, qui ont été utilisés pendant très longtemps. Donc ça, c'est le côté modulation. Le côté démodulation, on va le voir avec la BLU euh, juste après. La BLU, donc. Donc, alors, la BLU, que voilà. Il y a beaucoup de choses, pas, pas mal d'informations sur le cours. On va faire ça assez rapidement. Euh, donc la BLU est une forme de modulation d'amplitude, on l'a dit tout à l'heure, et donc on ne retient qu'une des deux bandes latérales. Donc là, j'ai ma modulation d'amplitude avec ici, alors encore une fois, j'ai changé je ne l'ai pas changé là, mais il faudrait ici, la problématique de cette représentation là, c'est qu'on a l'impression que la puissance est très faible ici du côté du 0 Hz, et est grande, enfin plus grande du côté du 3000 Hz par là. Ce qui est faux. C'est juste ce triangle-là, c'est pour juste repérer où est le 0 Hz, où est le 3000 Hz. C'est tout. Et donc, euh, voilà, donc c'est juste une histoire de présentation, euh, voilà, qui n'est pas aussi évidente que ça. Et donc, en revanche, le niveau ici de la porteuse, il est bien indiqué, c'est-à-dire que la porteuse, la tension sur la porteuse est 2 fois plus importante que la tension ici des deux bandes latérales, en supposant que l'ensemble ici du spectre BF soit utilisé pour, pour pour la transmission de mon information, ce qui n'est pas toujours, on ne peut en avoir qu'une partie, évidemment.
Voilà, donc ça c'est difficile à, à- à mettre sur le papier sans, sans déformer ce que je veux dire. Donc l'idée c'est d'avoir deux étages. Le premier, donc ça c'est de la M, ok. Mais ce que je veux pas faire d'AM, donc je vais utiliser non pas un mélangeur comme pour faire de l'AM, mais je vais utiliser un mélangeur équilibré, c'est-à-dire que c'est un mélangeur un peu particulier qui ne garde pas la fréquence porteuse. Donc il y a une manip, une astuce qui permet de supprimer ici la porteuse. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle de la double bande latérale. Et donc c'est de la M, mais j'ai perdu ma porteuse. Au passage, j'ai perdu les deux tiers de la puissance. Plus exactement, je ne vais pas émettre cette puissance inutile qui représente les deux tiers de la puissance. Je ne garde donc que mes deux bandes latérales. Je ne garde que mes deux bandes latérales euh, qui transmettent la même information. À droite et à gauche, c'est la même information. Donc j'en ai une de trop. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre un filtre. Un filtre qui me permet de ne conserver que soit la bande latérale inférieure, ou la bande latérale inférieure, elle est ici, et la bande latérale supérieure, elle est ici. Et donc, mon filtre, bah, je le fais caler ici, sur ma bande latérale. Et de ce fait, ici, j'ai ma bande latérale inférieure, puisque c'est ce que je voulais faire. Évidemment, tout ça, ça se calcule. Il faut que je génère ici, enfin, ça va être, mon filtre à quartz va être calculé de telle manière que ça filtre juste euh, au niveau ici, donc ça passe ici entre les deux bandes latérales et ça prend ici jusqu'à la fin. Là, en l'occurrence, c'est la bande latérale inférieure, donc ça doit prendre de là à là. J'ai un petit schéma peut-être qui est non, je ne l'ai pas mis là. Non, c'est dans le cours en détail où vous avez tous les enfin des schémas qui vous représentent tous ces euh, bah, ce système-là. Important, la fréquence affichée sur votre émetteur, c'est la fréquence de la porteuse, qui par définition n'est pas émise. Alors que lorsque vous êtes en morse, c'est la fréquence de la porteuse, donc celle qui est émise. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc ça c'est le côté modulation. Donc les éléments importants c'est le mélangeur équilibré et le filtre à quartz. Donc mélangeur équilibré, filtre à quartz. Donc c'est avec un Q là, Q comme quartz. Voilà. Enfin les quelques questions qu'il y a eu là-dessus, il y avait une représentation comme cela. Et quand on est dans la démodulation, alors cette démodulation, elle va servir, ce système va servir à la fois pour la BLU et pour le morse, là c'est double. Quand je suis en BLU, je vais utiliser un BFO, donc un oscillateur à battement de fréquence, Beating Frequency Oscillator. Et cet oscillateur
de battements de fréquence, tout simplement, c'est un, un système qui va me régénérer ma porteuse que j'ai supprimée au départ. Et donc ce BFO va rétablir la porteuse. Et quand j'ai rétabli ma porteuse, eh bien je vais pouvoir, de ce fait, utiliser une détection comme, comme pour ma modulation d'amplitude. Et, et voilà. Donc je vais me retrouver dans le cas de la modulation d'amplitude. En ce qui concerne le, donc ce mélangeur et alors l'ensemble mélangeur plus détection, hein, le mélangeur donc où je mélange l'AFI avec le BFO, donc c'est un mélangeur plus qui est suivi d'une détection AM qu'on vient de voir, et donc cet ensemble mélangeur plus détection, ça s'appelle un détecteur de produit. Détecteur parce que c'est de l'AM, produit parce que c'est un mélange. Et quand je suis en morse, en fait, ce que je vais faire, je vais aussi utiliser un BFO. Et, et donc en sortie de l'AFI, j'utilise un BFO avec une fréquence qui est très proche de celle de l'AFI, mais avec un petit écart, et cet écart va me donner ce fameux battement de fréquence qui va me donner une note audible aux alentours de 800 Hz, qui va me permettre du coup de pouvoir démoduler la BLU, le morse. Et donc je vais pouvoir utiliser mon oscillateur de battement de fréquence, soit avant la fréquence FI, soit après la fréquence FI. Et le résultat sera le même, si ce n'est que peut-être en changeant la fréquence de mon BFO, je vais me retrouver sur une fréquence qui est moins perturbée que l'autre. Donc souvent dans les transceivers modernes, on choisit la fréquence du BFO si je la veux avant ou après. Généralement c'est après. En standard c'est après. Mais on peut aussi, sur certains appareils un peu évolués, déterminer si je la prends avant ou après, et je peux aussi évidemment déterminer la fréquence, mais ça c'est juste à comment dire, à l'affichage que l'on décide de la note d'écart, donc le battement, le fameux battement que va avoir la fréquence de la modulation morse. Donc voilà ce qu'il y a à connaître pour les types de modulation. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, qui a mon sens largement au-delà de ce qui est demandé à l'examen, vous reprenez la vidéo de détail, voilà, qui permet de vraiment connaître un maximum de choses sur le sujet. On va se faire 2 séries avec examen. La première où on ne va parler que du chapitre 12 que l'on vient de voir, et la deuxième série, donc la série 98, ça reprend tous les chapitres de radioélectricité, donc du chapitre 9 au chapitre 12, et puis je vous laisserai faire en solo la série 99 qui reprend la totalité du cours, comme d'ailleurs toutes les séries techniques,
à la différence, c'est que là, je suis dans l'ordre de présentation du cours, alors que dans les séries techniques, c'est tout mélangé. Voilà. Alors, la 97. 97, alors, voilà, hop, la 97, ça c'est la 99 que je viens de faire. La 97, commencer, on est parti. Quelle est la caractéristique d'une émission en F3E? Alors, on va revenir là. Donc F3E, c'est modulation de fréquence, hein. Ça, c'est des trucs. Alors, en technique, on fait quand même quelque part référence aussi à la réglementation. Il faut bien se rappeler, normalement, vous faites les deux épreuves en même temps. Donc, vous avez vu que F3E, c'est de la téléphonie en modulation de fréquence. Donc ici, alors caractéristique, l'ABF varie au rythme de la HF. C'est plutôt ça, donc ça c'est de la modulation d'amplitude. La porteuse HF varie en fonction de la BF. Alors, plus exactement, la BF varie au rythme de la HF, c'est pas ça, c'est plutôt la porteuse HF varie au rythme de la BF, mais c'est de la modulation d'amplitude. La porteuse HF a un niveau constant. Ça me plaît bien. Elle a bien un niveau constant. La BF et la porteuse HF ont le même niveau. Ben non. La BF peut avoir un niveau différent. Là, on voit bien, elle a un niveau différent. Définir le type de modulation représentée. Donc ça, c'est du Morse. Hein. Point, trait, c'est la lettre U en Morse. D'ailleurs, un U assez mal fait parce que c'est plutôt un E et un T, ça. Enfin bon. Ensuite, quelle est la classe d'émission? Donc ça ressemble plutôt à de la modulation d'amplitude. Alors A1, c'est du Morse, A3E, modulation d'amplitude, G3E, modulation de phase, et F3E, modulation de fréquence. Donc on est bien en modulation d'amplitude. Comment s'appelle cette modulation? Alors ça, c'est une question de mon cru. 21 000, c'est de mon cru, donc ce n'est pas une question d'examen, enfin au moins d'examen ANFR. Et donc ça, c'est de la BLU, et plus précisément de la bande latérale supérieure. Encore une fois, question de mon cru. Sur quelle vue d'oscilloscope est représentée une transmission en A3E, donc en AM? C'est plutôt ça, c'est plutôt le 4. Je m'explique. Ici, ça ressemble plutôt à de la FM. Ici, ça serait plutôt de la BLU, ça. Ça serait plutôt représentatif de la BLU. Ça, c'est du Morse. La lettre D en Morse. Et ça, donc, c'est de la modulation d'amplitude. Donc A3E. Une détection. Donc, on passe à la slide suivante. Détection ou détecteur d'enveloppe. C'est de la modulation d'amplitude. Si on avait eu un détecteur de produit, mais dans ce cas-là, il aurait fallu aussi un BFO, ça serait de la BLU. Ou du Morse.
Et dans ce cas-là, la réponse, c'est pas possible puisqu'il y a 2 fois une bonne réponse. Que représente ce synoptique? Donc on revient un petit peu au synoptique dont on avait parlé la semaine dernière. Donc on revient RF, VFO, mélangeur, FI, audio-fréquence, un ampli audio-fréquence. Et ici, on a non pas marqué démodulateur, mais détection. Donc là, on est plutôt sur un récepteur, puisque ici on a un haut-parleur, un récepteur AM. Alors, on a 2 réponses, soit récepteur super hétérodyne AM. Ça me va bien parce que super hétérodyne, ça veut dire qu'il y a un mélangeur et une fréquence intermédiaire. Et si c'était un récepteur direct AM, il n'y aurait pas ici l'étage mélangeur et VFO, ni FI d'ailleurs. On passerait directement de RF à détection. Donc c'est un super hétérodyne AM. C'est pas un récepteur FM puisqu'il y a une détection, et c'est pas un émetteur puisque là on est bien dans le sens du récepteur de l'antenne vers le haut-parleur. À quoi sert un détecteur d'enveloppe? Détecteur d'enveloppe à démoduler de l'AM. Ah, c'est pas modulé, ici on est dans les démodulateurs, donc ça sert à démoduler de l'AM. Que reçoit ce récepteur? Alors là, il y a un indice, parce que là, on voit démodulateur. On se dit, bah ouais, avec ça, voilà, c'est pas, ça me convient pas. Mais il y a quand même un étage qui s'appelle CAG. Et quand on voit CAG, contrôle automatique de gain, en règle générale, c'est de la M. Donc, télévision, là, je sais pas. La TNT, en l'occurrence, non, c'est certain, puisque TNT, c'est du numérique. Et donc, voilà, je ne vais pas utiliser de la modulation d'amplitude pour faire de la TNT, c'est pas de la FM non plus. Donc, ça ne peut être que de l'AM. Et télévision, en règle générale, la télévision, on était plutôt en AM, mais voilà, c'est des vieux systèmes. Et ce qui est plutôt certain, c'est ici de la M plutôt que de la télévision. Télévision, on ne sait pas trop, ça pourrait être aussi en FM, selon les différents standards. Télévision ne veut pas dire quel type de modulation je vais utiliser. Alors ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu ici. Hein, donc détection CAG, ici le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ici, ça peut être soit un étage FI, mais quoi qu'il n'y a pas le mélangeur, il n'y a pas l'oscillateur local, donc ça ne peut être qu'un étage, ici, RF. Et vous remarquez qu'il manque aussi des tas d'étages qui doivent être ici entre les deux. Mais un système comme ça fonctionne aussi parfaitement, et dans ce cas-là, c'est un récepteur sans conversion. C'est quand même assez rare, mais voilà, ça pourrait exister aussi simple que ça. Alors donc détection et CAG, donc on est certain ici qu'on est en AM, et donc on agit ici sur l'étage qui est avant la détection. Quel type de modulation génère ce circuit? Donc voilà, micro ampli AF, mélangeur point d'interrogation, on regarde ça, c'est de la modulation d'amplitude. Est-ce que j'ai ça? Modulation d'amplitude.
Ici, il y a marqué mélangeur tout court et pas mélangeur équilibré. Si c'était mélangeur équilibré, on pourrait avoir un doute avec la modulation à bande latérale unique, mais il faudrait en plus avoir derrière un filtre. Quel est le taux de modulation? Alors, ça c'est une question un peu piégeante parce qu'on instinctivement on va se dire bah c'est mon 5 volts mini par rapport à mon 10 volts maxi. Donc je vais dire 50%. Eh ben non, parce que cette tension de 10 volts n'est pas la tension maximum que peut sortir mon amplificateur. Si mon amplificateur est bien réglé, là, je dois pouvoir sortir 15 volts, c'est-à-dire utiliser ici la partie qui n'a pas encore été utilisée. Donc, l'écart entre 10 et 5, c'est 5 volts, et la tension maxi que je peux avoir, que mon émetteur peut sortir, c'est 15 volts. Donc c'est 5 volts utilisés divisé par 15 volts maximum. Hein, retrouvez ici ce schéma-là, et donc il faut que vous additionniez ici aux 10 volts les 5 volts mini qui sont là. Et donc 5 divisé par 15, ça fait 33. Et évidemment, vous avez le 50% qui est là, histoire de vous perturber. Pour ceux qui seraient un peu trop rapides. Ce récepteur peut recevoir, alors quoi? Discriminateur, je suis donc en FM. Mais je pourrais être ici aussi en modulation de phase, en PM. Heureusement, ça ne fait pas partie des réponses proposées. Ah voilà, alors ça me fait... C'est mes fameux schémas dont on parlait tout à l'heure, un synoptique. Alors, vous remarquez ici que ça s'appelle un multiplieur, qui est autre nom du comparateur, puisque un multiplieur, en fait, ça multiplie de manière logique. C'est pour ça qu'on appelle ça un multiplieur. C'est pas un multiplicateur, c'est un multiplieur. Et donc ça, c'est un circuit logique. C'est une porte E. Et donc, voilà, ma porte E, elle va me servir ici de comparateur. Et donc, dans mon circuit, là, on voit bien l'élément manquant ici, c'est un filtre passe-bas. Alors, il y a marqué filtre ici, mais précisément, c'est un filtre passe-bas. On va regarder les autres propositions. Discriminateur. Non, en fait, le discriminateur, c'est l'ensemble là. C'est cet ensemble-là qui forme le discriminateur. Oscillateur de battement de fréquence, non, on n'est pas en BLU, on est bien en FM, d'autant plus qu'on a un limiteur ici. Limiteur, donc je suis bien dans le cadre de la FM. Et détecteur de produit, c'est pareil, détecteur de produit, il va avec l'oscillateur de battement de fréquence pour la BLU, et c'est pas de la BLU, c'est ce qu'on vient de voir. À quoi sert le silencieux? Réduire les brouillages. Pas vraiment, un brouillage normalement c'est plutôt côté émission. Un silencieux, ça sert à la réception. Éviter la surmodulation en AM ou en BLU. Bon, de toute façon, ça sert en FM.
pas pour la surmodulation. Déclencher l'ABF lorsque le seuil de réception RF dépasse le seuil du bruit de fond, ça me semble pas mal. Éviter d'occuper une fréquence trop longtemps. Non, c'est pas un anti-bavard, c'est un silencieux, donc ça évite le souffle. Encore une fois, un truc un peu tordu. Quel est l'étage marqué point d'interrogation? Donc j'ai un ampli BF, un oscillateur commandé par tension, donc là je suis en FM, d'autant plus que j'ai un doubleur de fréquence, et je le répète, mais un doubleur de fréquence ne peut fonctionner que dans une modulation non modulée en amplitude, donc en FM ou en modulation de phase, et l'ampli RF. Donc qu'est-ce que je peux avoir ici entre mon modulateur et mon ampli BF? Bah, je ne peux avoir ici qu'un préaccentuateur. Pourquoi? Le discriminateur, c'est de la réception, CAG, c'est de la réception, silencieux, c'est de la réception. Alors vous me direz, oui, mais il y a ici un haut-parleur qui, en tout état de cause, devrait être un récepteur. Et dans ce cas-là, on le lirait dans ce sens-là, dans l'autre sens. Sauf que là, j'ai un ampli RF, pourquoi pas, doubleur de fréquence. Enfin, je vois, la logique de la chose n'est pas extraordinaire. Ce qui est perturbant, là, ici, c'est ce microphone. Et en fait, enfin, pour ceux qui bricolent un petit peu, un haut-parleur, ça peut aussi servir de microphone. Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que en théorie c'est réversible, dans la pratique c'est pas aussi facile que ça. Mais il y a des composants qui existent, qui sont des petits micros à main, où il y a à l'intérieur un haut-parleur qui va servir et de micro et de haut-parleur. Ce qui est quand même assez pratique parce que comme ça, le micro, vous le mettez à l'oreille et ça vous permet d'entendre plus facilement que d'avoir un écouteur. Voilà, donc ça fonctionne, c'est du bricolage, mais ça fonctionne. Et donc là, tous les autres propositions concernées à récepteur, et il n'y en a qu'une seule qui correspond à l'émetteur, c'est le préaccentuateur. On utilise un microphone à capacité variable sur un oscillateur pour générer, alors ça, il faut revenir sur le cours. Donc le microphone ici microphone capacitif ou microphone à capacité variable, on voit bien ici, c'est un microphone que l'on met ici en parallèle sur le condensateur du circuit bouchon, et comme ça fait varier la fréquence du circuit bouchon, et donc j'ai bien un signal FM. Donc j'émets en FM. Alors, en règle générale, quand on utilise ce système-là, on est en FM et pas en modulation de phase. La modulation de phase, je vais vous montrer, voilà, c'est plutôt ce système-là, et donc dans ce cas-là, pardon, FM, ah ben non, je n'ai pas de FM ici. C'est que de la modulation de fréquence, je n'ai pas de modulation de phase. C'est dans la vidéo de détail où j'ai un schéma avec un oscillateur en modulation de phase.
Alors, que représente ce synoptique? Alors, on va passer sur le morse parce que j'ai très peu de questions sur la modulation du morse. Tout va se faire sur la BLU. Donc là, en BLU, on voit oscillateur. Alors, un étage séparateur, bah, c'est un étage un petit peu qui sert à rien, qui permet juste d'adapter des impédances entre l'oscillateur et le modulateur. Donc, c'est juste un étage séparateur qui peut être ampli, mais c'est surtout adaptateur d'impédance. Et donc là, ce que je vois, c'est modulateur, filtre, ampli RF. Et voilà, donc modulateur, c'est pas très explicite. En revanche, je vois filtre ici. Alors filtre, on peut supposer que c'est un filtre à quartz. Alors déjà, on va regarder les réponses proposées. 3 récepteurs, et là, mais on est bien d'accord que c'est un émetteur, puisque j'ai un microphone ici avec une antenne. Donc ça ne peut être qu'un émetteur, et en aucun cas un récepteur. Et donc, le seul émetteur que l'on a, c'est BLU. Ça tombe bien, puisque dans mon émetteur BLU, j'ai donc mon mélangeur équilibré, qui est le modulateur, et j'ai aussi un filtre à quartz, mais c'est un filtre. Donc, la réponse émetteur BLU me convient. Un récepteur équipé d'un détecteur de produit et d'un BFO, donc détecteur de produit et BFO, ça permet de recevoir la bande latérale unique. Donc c'est ni de la modulation d'amplitude, ni de la modulation de fréquence, ni de la modulation de phase, mais c'est bien la BLU. Et dernière question, quelle modulation nécessite un détecteur de produit? C'est la BLU. On vient de le voir, on continue. Et on a tout bon. On va faire le 98. Et vous remarquez que je n'ai absolument pas utilisé ma calculette. Là, on va sûrement l'utiliser un peu plus. Alors, quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 15 mégas? Alors, la formule, je rappelle, c'est 300 divisé par la fréquence. 300 divisé par 15, ça fait 20. 20 mètres. Je n'ai pas sorti ma calculette. Quand même, en plus, la bande des 15 mètres, enfin, la bande des 14 mégas, on appelle ça la bande des 20 mètres. Voilà, même si c'est pas 20 mètres, on est quand même pas loin. Quel est le... Alors, j'aurais dû revenir là-dessus. Alors, 7, le paragraphe 7. Donc, que j'aille pas trop vite. 8, 9. Alors, donc ça, c'est ma relation fréquence longueur d'onde. Quel est le mode de propagation des ondes décamétriques? Alors, propagation en ondes réfléchies, donc les décamétriques. Alors, là, j'ai pas le schéma. Bon, j'aurais peut-être pu reprendre mon schéma que j'avais dans le cours en détail. Là, en l'occurrence, mes ondes décamétriques, elles fonctionnent en ondes réfléchies. Essentiellement. Le mode de, et quand on, alors, effectivement, elles fonctionnent aussi en ondes directes et en ondes de sol, mais leur mode de propagation privilégié, entre guillemets, c'est quand même les ondes réfléchies.
Sur quelle couche de l'ionosphère se réfléchissent les ondes décamétriques? Donc, en ondes réfléchies, les ondes se réfléchissent sur les couches F1 et F2. La couche E, elle est plutôt absorbante pour les ondes décamétriques. La couche D, c'est sûr, elle absorbe. La couche E, elle réfléchit pas, elle atténue un peu. En revanche, la couche F, et notamment F1 et F2 dans la journée, ce sont les deux couches qui réfléchissent les ondes décamétriques. Là-dessus, voilà. Ouais, effectivement, je ne parle pas des ondes décamétriques dans les slides de résumé, mais j'en parle dans les slides de détail. Quelle est la longueur d'un brin pour un doublet demi-onde taillé pour 50 mégas? Alors, ici, voilà mon doublet demi-onde. Doublet demi-onde, donc la demi-onde, donc je suis, au lieu d'utiliser 300 divisé par F, bah, j'utilise que la moitié, 150 divisé par F, et ça va me donner la longueur totale ici de l'antenne. Or là, ce que l'on me demande, c'est ici la longueur d'un brin. Donc ici, on a deux brins, un brin ici, donc les deux brins, en voilà un là. Donc il faut que je prenne un quart d'onde, donc 75 divisé par F. 75 divisé par F, je prends ma calculette, qui a dû être arrêtée. Alors si ça veut bien, voilà, la voilà. Alors, 75 divisé par la fréquence 50, et ça me donne donc 1,50 m. Autre manière de calculer, on sait que le 50 mégas c'est la bande des 6 mètres, et un brin c'est un quart d'onde, donc 6 mètres divisé par 4, ça me fait 1,50 m. Qu'est-ce qui détermine le gain d'une antenne Yagi? Alors, donc on a ici le nombre d'éléments détermine son gain, le nombre d'éléments directeurs, mais aussi réflecteurs. L'épaisseur des brins n'a pas d'incidence sur le gain, ça a plutôt une incidence sur la bande passante de l'antenne. Donc le fait qu'elle fonctionne sur une plus large gamme de fréquences. La proximité d'un mur du voisin, on s'en fout, ça ne détermine pas le gain. La longueur du réflecteur, non, ça va déterminer du coup la fréquence de résonance de l'antenne. Et donc la bonne réponse, c'est le nombre d'éléments directeurs, et on pourrait aussi le nombre d'éléments parasites, ce qui veut dire que ce sont à la fois les directeurs et les réflecteurs. Quel est l'effet de raccourcissement d'un dipôle? Donc si je raccourcis un dipôle, qu'est-ce qui se passe? Son impédance, alors ici, c'est mon fameux, ça c'est un quart d'onde, c'est l'impédance du quart d'onde, donc qui est de 36 ohms ici pour une antenne verticale. Et si je réduis la longueur, donc si je le vais plutôt dans ce sens-là, je vois ici que je vais être dans à un endroit où j'ai une
une réactance négative. Alors, son impédance aura une réactivité positive. Donc, elle serait plutôt si je rallongeais l'antenne. Sa fréquence de résonance augmente. Ça semble pas mal, parce que si je raccourcis une antenne, en fait, je vais augmenter sa fréquence de résonance. La directivité diminue. Je suis dans le cadre d'un dipôle, donc la directivité, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Sa fréquence de résonance diminue, non, elle augmente, donc c'est bien celle, la deuxième réponse qui me convient. Impédance à l'entrée du câble. Alors ça, c'est les fameuses questions à la noix. Alors, j'ai pas vraiment de slide là-dessus, mais ce qui est important, c'est que ici, mon câble, il est de 50 ohms, ma charge est de 50 ohms, donc je suis bien ici adapté, et donc l'impédance à l'entrée du câble, elle va être 50 ohms, c'est-à-dire que mon émetteur va voir une impédance de 50 ohms. Quelle que soit ici la longueur du câble, la longueur L du câble. Donc c'est un peu tordu et j'ai eu du mal à voir la présentation de la question parce qu'au départ c'était un peu nébuleux et à force d'avoir des comptes rendus, j'en suis arrivé à la conclusion de ce schéma. Une question quand même assez récente, hein, dans les 700, donc elle doit avoir 5-6 ans maintenant. Quel est le ROS? Donc le ROS, c'est le rapport des impédances, la maxi sur la mini. Donc 75 divisé par 50, 1,5. Entre parenthèses, on devrait écrire 1,5 sur 1 pour faire les choses bien. Et le ROS est toujours supérieur à 1. Donc on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire 50 divisé par 75 qui fait 0,66. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, adaptation des impédances. Impédance d'une ligne de quart d'onde avec 25 ohms en entrée et 100 ohms en sortie. J'utilise ce triangle-là. Je cache ici mon impédance de la ligne quart d'onde. Donc, comme j'ai un carré ici, il va falloir que je prenne la racine carrée du résultat. Et donc, si je cache ici cette partie-là, d'ailleurs, il faudrait que je prenne ce truc-là. Je cache ici cette partie-là. Et donc, la réponse, c'est racine carrée de Z2 multiplié par ZS. Calculette. Et on n'en a pas fait beaucoup, hein, on n'a pas utilisé beaucoup la calculette. Racine carrée de 25 entrée multiplié par 100. Ça me fait 50. Donc, le câble coaxial que je vais, le bout de coaxial qui mesure un quart d'onde de longueur, je vais l'utiliser pour adapter en entrée une impédance de 25 ohms et en sortie une impédance de 100 ohms. À quoi sert un amplificateur FI? Nous en arrivons à nos synoptiques. Alors, un amplificateur FI, ça sert à quoi? Éviter les fréquences images. Ben non, justement, l'amplificateur FI, son problème, c'est les fréquences images. Améliore la BF,
pas spécialement, améliore la sélectivité et la sensibilité du récepteur, bien évidemment, limite les rayonnements non essentiels, non, puisque, en règle générale, un amplificateur FI, c'est plutôt côté réception, et les rayonnements non essentiels, c'est plutôt côté émission. De quel type de montage s'agit-il? Donc on voit ici, on a deux fréquences intermédiaires, FI tout court et FI2. Donc c'est un double changement de fréquence. Et ici un détecteur de produit, donc il manque l'oscillateur à battement de fréquence. Voilà, on va regarder ce qu'on nous propose. Un récepteur FM, non, puisqu'il y a un détecteur de produit. Un démodulateur d'amplitude, c'est plus qu'un démodulateur. Un récepteur à double changement de fréquence, ça me va bien. Un récepteur à double boucle de verrouillage. Alors ça, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas, ça. Quelle est la fréquence image? Alors, la fréquence image. Donc, en FI, en fréquence intermédiaire ici, 650 kHz. 1 méga-100 ici en oscillateur local. Donc, en fait, il faut chercher en entrée quelle fréquence peut-on avoir pour que ça donne, pour que mélangé avec le 1 méga-100, ça donne 650 kHz. Est-ce que 550, ça marche? Alors, 1 méga-100 moins 550, ça me fait 550, donc ça marche pas. 2 méga-2. Ou ça peut donner aussi un 650. Mais un 650, c'est pas bon puisque je veux trouver 650. 2 méga-2. Donc 2 plus un 1, ça me donne 3 méga-3. Ou 2 moins un 1, ça me donne 1 méga-1. Donc c'est pas ça. 1 méga-3. 1 méga-3 moins 1 méga-100, ça me fait 200. C'est pas bon. Ou 1 méga-3 plus 1 méga-100, ça me fait 2 méga-400. C'est pas bon. 450 kHz. 450. Alors, 1 méga-100 moins 450 à 650. C'est pas mal. Ça me va bien. Et l'autre réponse était 450 plus 1 méga-100. Ça me fait 1 méga-550. Et c'est pas bon. Donc, la seule solution, qui est d'ailleurs c'est la fréquence, ça peut être une fréquence image, mais ça peut être aussi une fréquence de réception, par définition. Rôle de l'étage repéré par le point d'interrogation. Donc j'ai un modulateur AF, un point d'interrogation, un ampli RF. Donc là, je suis plutôt du côté des émetteurs. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Un filtre de bande. Un premier amplificateur. Un démodulateur. Alors, démodulateur, c'est pas possible puisque c'est un émetteur. Donc, ça peut pas être un démodulateur. Le filtre de bande, il serait plutôt après, ici, cet amplificateur RF. Premier amplificateur, ça ne veut pas dire grand-chose. À mon sens, c'est l'oscillateur. Quoiqu'ici, j'ai un modulateur AF. Ouais, c'est un modulateur audio-fréquence, hein, quand même. Donc, voilà, ça m'embête un petit peu parce que c'est pas un modulateur HF. C'est un modulateur audio-fréquence. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est comme truc. Et donc, il me manque quand même de la HF. Et donc, il me manque l'oscillateur que je mettrai là, mais je ne sais pas trop ce que ça représente comme synoptique. Voilà, c'est par élimination.
Mais voilà, c'est pas... C'est du gros pifomètre quand même, hein. Affirmation correcte. Le taux de réjection de la fréquence image dépend de la sélectivité de l'ampli RF. Ça me parle, ça. Si si mon ampli RF là est de mauvaise qualité et ne rejette pas la fréquence image, cette fréquence image, elle va pouvoir comme ça se mélanger et arriver ici dans la FI. L'insertion d'un circulateur améliore les performances d'un récepteur. Alors, un circulateur, j'en ne parle pas ici dans mes slides de résumé. J'en parle un peu dans le cours. Mais c'est un outil qui est plutôt utilisé pour le côté émission et non pas réception. L'insertion d'un circuit silencieux améliore le rapport signal-bruit, non pas du tout. Ça supprime le bruit, c'est tout. Le filtre à quartz est destiné uniquement, est utilisé seulement pour la BLU. Peut aussi l'utiliser pour le morse, pour démoduler du morse. Voilà. Et ça, j'en parle aussi dans la vidéo de détail. Avec quel appareil mesure-t-on le spectre d'une émission radio? Évidemment, c'est l'analyseur de spectre qui permet d'avoir un spectrogramme. Le vobulateur, l'horosmètre et le voltmètre numérique ne servent pas à ça. Quelle est la modulation? Donc si je vois détecteur d'enveloppe, on arrive là, détecteur d'enveloppe égale AM, modulation d'amplitude. Dans un récepteur hétérodyne, le circuit de contrôle automatique de gain simple modifie les réglages du silencieux. Hein, stabilise l'ampli FI et RF du récepteur. Alors, c'est pas stabilise, c'est commande. Encore un deuxième truc. Limite la création d'harmoniques. Bon, alors ça, c'est certain, non. Accroît la sensibilité du récepteur, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a plus que ces deux-là à... alors, ce qui m'embête, c'est qu'on parle ici du silencieux, alors que le contrôle automatique de gain, c'est de la FM. Mais je vais quand même prendre ça. Pourquoi? C'est que si j'utilise une CAG quand je suis en FM, en fait, ça va faire en sorte, puisque pour des signaux faibles, je vais augmenter ici mon amplification, et peut-être que ça va me changer, enfin même certainement, ça va me changer mon réglage de squelch, de silencieux. Puisque mon silencieux, il va être, je rappelle, il est ici. Donc là, il est sur la FI. Donc si j'augmente plus la valeur de mon amplification, j'ai toutes les chances ici que ça fasse en sorte que mon silencieux lance ici mon récepteur audio. Donc mon système risque de se mordre la queue puisque j'ai ici FI et puis après ça repart dans l'autre sens. Donc je pense que c'est ça la bonne réponse. Parce que ça stabilise pas ça en fait, ça
la CAG, ça commande l'amplification, mais ça stabilise pas grand-chose. Quel est le nom marqué par le point d'interrogation? Donc j'ai un microphone, donc ça c'est un émetteur, ampli AF, oscillateur à réactance, donc je suis ici dans un... alors c'est pas... je l'ai pas marqué là-dedans. Ouais, c'est... ah bah si, un modulateur FM est un oscillateur à réactance. Donc je suis donc un modulateur FM. Ici un mélangeur, mais parce que derrière je suppose que je vais changer la fréquence de mon oscillateur à réactance. Voilà. Donc ici je dois avoir ici un VCO, et puis peut-être ici toute une chaîne d'amplification derrière. Donc ça peut... alors limiteur, non, le limiteur c'est lié à la réception. Ampli FI, il serait plutôt après le mélangeur, premier mélangeur, et préaccentuateur, ça me va bien. Le préaccentuateur, il est juste après l'ampli audio et avant l'oscillateur FM. Donc le préaccentuateur me va bien. Quel est ce montage? Donc un microphone, un oscillateur à réactance variable. Voilà. Donc c'est à réactance. Donc ça, c'est un modulateur FM. Et la dernière question, comment s'appelle l'étage marqué point d'interrogation? Donc ici, de la BLU. Ici, un étage qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Ici, un haut-parleur, donc on est bien dans un système de réception. Et ici, c'est donc un détecteur de produits ou un mélangeur, détecteur de produits, c'est marqué dessus. On est bon, on va voir quand même les autres réponses. Détection, non, c'est pas de la M. Modulateur, c'est un récepteur, donc c'est pas un modulateur. Et c'est pas non plus un oscillateur. L'oscillateur, il est là, c'est le BFO. Donc c'est bien détecteur de produits. Pourquoi ça revient là? Ah bon, c'est revenu là. Bon. On termine. Êtes-vous sûr? Oui. Et on a tout bon. Voilà, je vous laisse faire la série 99. Il n'y a pas de point particulier, si ce n'est qu'on revoit tout le programme de l'examen depuis le chapitre 1. Et ainsi se termine cette saison de la série des bachotages et qu'on reprendra ou pas en septembre en fonction du nombre de personnes intéressées par ces cours. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end et à plus tard.